vous parler d'un sujet qui, a priori, paraît un petit peu moins rigolo que ce dont Christelle et Marie-Agnès viennent de parler, quoique. Je voudrais apporter un petit peu de légèreté et de simplicité par rapport à ce thème du jumeau perdu. Donc, le jumeau perdu, c'est quand une grossesse gémellaire démarre et qu'un petit bébé voilà, ne reste pas plus loin dans la grossesse. Et c'est très, très fréquent. En fait, je suis allée revoir, avant de faire ici l'émission, je suis allée revoir les statistiques sur Internet. J'ai regardé un petit peu différentes études scientifiques. Et on est entre une grossesse sur 8 à une grossesse sur 10 est une grossesse gémellaire. Ça veut dire que, bah voilà, il y a plein de gens qui avaient un petit jumeau, un tout petit jumeau. Et souvent, les grossesses gémellaires qui ne continuent pas s'arrêtent au bout de 3 semaines de gestation. Donc, c'est vraiment des fausses couches quelque part précoces, très précoces, à tel point que les mamans ne s'en rendent pas toujours compte. Et à tel point que du coup, les mamans ne savent pas que leur petit bébé, là, qu'elles accueillent bien plus tard, au bout des 9 mois de grossesse, avait un jumeau. Et donc, ça passe un petit peu inaperçu. Alors, parfois, il y a des petits symptômes physiques qui vont être de toutes petites pertes de sang que les mamans vont avoir au tout début de la grossesse. Et puis, elles vont voir le gynéco. Et le gynéco leur dit non, c'est voilà, vous tracassez pas, madame, c'est le col qui est en train de se fermer, vous avez fait une petite perte, c'est rien du tout. Et donc, la maman qui était toute anxieuse en se disant, oh là là, j'ai un problème avec mon bébé, je suis en train de le perdre, le gynéco fait justement une échographie et confirme la grossesse. Et donc, ne confirme pas le fait qu'il y avait 2 bébés, mais confirme le fait qu'il n'y en a qu'un, ce qui fait que la maman se dit, ok, c'est une grossesse simple, pas gémellaire, et hop là, ça passe tout à fait inaperçu. Et puis, il y a des grossesses gémellaires qui sont diagnostiquées par échographie, qu'on voit. Et puis, malheureusement, voilà, un petit bébé ne va pas plus loin. Donc, c'est vraiment très fréquent. J'ai regardé les statistiques aussi, je me suis dit, tiens, au fond, mais il y a combien de jumeaux qui naissent en bout de course? Et on est à 1 sur 70. Donc, une grossesse sur 70 est une grossesse gémellaire qui arrive à terme. Donc, c'est beaucoup aussi, hein. Moi, j'avais pas conscience de ça qu'il y en avait autant. Voilà. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les Charlotte, petits loulous. 70, c'est combien? Comment? C'est combien 70? Une grossesse sur 70 est une grossesse gémellaire. 70, Mathieu. Ah, Merci. 70! 70! Pardon pour mes Ça amis fait français. ah ouais. Non, il n'y a pas de souci, je me Et rappelais plus. ah oui, d'accord. Pardon. 7-0. 70, pardon. N'est-ce pas? Donc, une grossesse sur 70. Et moi, ce que je voulais aborder un petit peu avec vous ici, c'est j'ai beaucoup en consultation de tout petits patients. Moi, je me suis vraiment spécialisée dans l'accueil des tout petits bébés, des nouveau-nés jusqu'à 3, 4, 5 mois de vie. Et j'ai énormément de petits bébés qui arrivent avec leurs parents dans mon bureau parce que les parents sont complètement démunis d'avoir un enfant qui pleure et qui paraît vraiment inconsolable. Et alors, ils ont déjà été faire des rendez-vous chez les pédiatres qui ont dit, bah non, il n'y a pas vraiment de reflux, ou peut-être un petit peu, mais vu que vous l'allaitez, enfin, arrêtez le lait de vache, enfin voilà, des pédiatres qui donnent plein de conseils. Et puis ces enfants, ils pleurent, mais pas juste après les repas. Enfin, vraiment, c'est des pleurs qui paraissent inconsolables. Et puis la maman, mine de rien, elle est là avec son feeling, elle se dit, mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Alors si c'est pas la santé, parce que j'essaie plein de trucs, qu'est-ce que ce serait bien? Et puis ils arrivent dans mon bureau et quand je donne la parole au bébé, donc soit par la communication connectée, soit par la parole au bébé, soit par des canaux de communication personnels que j'ai avec les bébés, vraiment une première chose qu'ils vont dire, c'est vraiment avec beaucoup d'émotions, c'est mais maman, t'as pas vu, on était 2, quoi, on était 2 et tu l'as pas vu et papa non plus. Pourtant, j'étais là dans le ventre et tout petit que j'étais, je criais au secours et vous l'avez pas entendu. Et c'est vraiment poignant parce que quand je donne à l'enfant la parole de cette manière-là, l'enfant, il est vraiment en train de l'exprimer. Donc, très souvent, dans le bureau, il y a la maman qui est là, épuisée, parce que ça fait 5 mois qu'elle ne dort plus, ou 6 mois, ou 1 an, avec son petit bébé qui pleure toutes les larmes de son corps et qui regarde sa maman dans les yeux comme ça, et qui a l'air de dire maman, oui, c'est ça. Et voilà, c'est vraiment super beau. Et donc, le simple fait que l'enfant puisse exprimer simplement que, bah oui, il est accompagné, ça amène déjà un grand apaisement. Et très souvent, la maman va se rappeler à ce moment-là, bah oui, c'est vrai, au tout début de la grossesse, j'étais vraiment persuadée que vous étiez 2. Et mon mari aussi, on avait l'impression que vraiment, il y avait 2 bébés dans mon ventre. Et puis, on n'a eu qu'un à la fin, donc on se dit qu'on s'était sûrement trompé.
Ou bien la maman se rappelle que, ben oui, moi j'étais sûre que c'était une fille, quoi, mais persuadée, j'avais même acheté des vêtements de fille. Et puis, euh, et puis non, à l'échographie, à la fin de la grossesse, on m'a dit que c'était un garçon, mais j'étais sidérée parce que j'étais persuadée que c'était une fille. Et donc les parents ont comme ça des feelings, et souvent ça amène un grand apaisement à l'enfant de pouvoir exprimer que ben voilà, il n'était pas tout seul, un grand apaisement, un soulagement aussi chez les parents, mais également tout un processus de deuil alors qu'il faut commencer à entamer avec la famille. Et voilà, c'est très beau, mais c'est très dur aussi, vraiment, c'est des moments très très difficiles. Et ce que je voulais un petit peu aborder avec vous aussi aujourd'hui, ce que j'ai pu observer, c'est la manière dont l'enfant va vivre la perte de son jumeau, l'impact que ça a vraiment sur tout son mode de fonctionnement pour plus tard. Marie-Agnès parlait tout à l'heure dans le livre de l'impact de la vie de l'enfant sur la manière dont il va se construire et le fait qu'il soit porté, qu'il grimpe dans les arbres, qu'il soit dans les rivières avec la maman là, chez je sais plus quel peuple, enfin dans les peuples dits primitifs qui ne le sont pas, mais l'impact que ça a vraiment sur l'enfant. Ben ici, voilà aussi l'impact que la perte du jumeau peut avoir sur le bébé qui reste. Et essayer de tourner ça d'une manière positive parce que ça paraît vraiment très très triste. Et en fin de compte, moi je me dis, à force d'accompagner ces enfants, c'est vraiment quelque chose de très porteur, qui peut être vraiment très très beau et envisagé d'une manière soutenante pour la vie de l'enfant. Alors, ce que je réalise quand je donne la parole au bébé, il y a plusieurs types d'émotions qu'ils ont eues au moment où le petit jumeau est parti, c'est-à-dire au moment où le jumeau a cessé son évolution physique. Donc, si c'était une grossesse un peu plus lointaine, quand le cœur concrètement a cessé de battre. Et il y a plusieurs types de réactions, et il y en a, à mon sens, trois principales. Soit c'est une grande tristesse, vraiment, c'est la tristesse qui prend comme ça et qui tétanise l'enfant. Soit c'est une colère, mais un truc énorme, quoi. C'est pas possible. Voilà, une colère vraiment très très présente. Soit un sentiment très puissant de trahison. Vraiment, le deal c'était de venir à deux, puis il y en a un qui est parti, quoi. Et c'est un sentiment de trahison très profond. Et qu'en fin de compte, si on réfléchit un petit peu autrement que juste sur le plan de l'émotion, on peut se dire que l'enfant, grâce à cette expérience, admettons, de grande tristesse vécue à l'occasion de la fin de vie de son jumeau, il va avoir une telle tristesse à l'intérieur qu'une fois né, une fois exprimée cette tristesse vécue dans le ventre, il va pouvoir vraiment expérimenter avec beaucoup de finesse l'émotion inverse, à savoir l'émotion de joie. Parce qu'on ne sait vivre la joie pleinement, en fin de compte, que si on a connu, enfin, c'est ma manière d'envisager les choses, hein, mais que si on a connu une tristesse profonde. Après, on peut vivre une joie sans avoir vécu de tristesse profonde, mais c'est comme si la coloration de cette petite lame-là qui vivait ça, ça allait être dans un premier temps la tristesse pour pouvoir vivre vraiment de l'intérieur la joie qu'on est tous à l'intérieur en tant qu'humains. Et à l'inverse, si l'enfant vit la colère profonde, parce que c'est vraiment dégueulasse de se retrouver tout seul là, cet enfant-là va vraiment avoir l'occasion d'expérimenter dans sa vie l'émotion inverse, donc la paix et le sentiment de sérénité, et de pouvoir expérimenter ça aussi, en commençant par un pan de la colère. Et puis la trahison, pareil, expérimenter la confiance, vraiment apprendre à faire confiance en l'autre, alors qu'on a commencé la vie avec un sentiment de trahison. Donc je me disais que c'était peut-être une grille de lecture sympa, parce que c'est tellement dur en tant que maman ou en tant que papa quand on se dit ah oui, j'avais un petit jumeau et pauvre chouchou, quoi, il était tout seul dans le ventre, il a vécu ça, puis moi je me sens tellement triste aussi et me voilà en deuil et pouf. Ça peut être une manière d'envisager les choses un petit peu autrement. Et j'ai encore envie de rajouter un truc. Oui, voilà. Et donc les émotions, ce que ça va générer chez les enfants, c'est un certain type de comportement aussi, donc un mode de fonctionnement au niveau de la pensée. Et là aussi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a comme 4-5 catégories de modes de pensée liés à la perte du jumeau. Alors, celle qui arrive le plus souvent, c'est je suis nulle. Enfin, je veux dire, s'il est parti, si mon jumeau est mort, c'est vraiment que je suis nulle, quoi. C'est pas possible. J'ai fait un truc, je suis pas capable de le garder en vie. Et donc, cet enfant-là, ce qu'il va pouvoir expérimenter, c'est justement dans toute sa vie de se sentir, au début de sa vie, probablement un peu nul, et a fortiori de découvrir l'excellence qui est en lui sur plusieurs domaines. Donc, si on a un enfant qui se sent nul et qu'on sait qu'il a eu un petit jumeau, se dire ah tiens, lui en fait, il a un truc en lui qui est vraiment merveilleux. C'est une perle, c'est une petite lumière. Et en tant que parent, on va essayer de l'accompagner pour qu'il puisse exprimer vraiment la lumière qui est en lui parce qu'il a eu la chance, entre guillemets, hein, ou la malchance, comme on veut, de commencer sa vie avec ce sentiment de je suis vraiment à chier, quoi. Voilà, donc c'est une grille de lecture.
Il y a aussi quelque chose qui arrive très souvent, c'est les jumeaux qui disent j'y arriverai jamais tout seul. À deux, c'était possible, mais tout seul, j'y arriverai jamais. Et donc, ça va être des enfants qui vont avoir tendance à avoir toujours besoin d'aide, ou vous savez, qui commencent un truc et puis qui vont pas au bout du truc, parce que tout seul, ça marche pas, ou qui ont toujours besoin de maman, papa, qui ont absolument pas de sécurité intérieure. Et là, bah, ce qu'ils vont faire, apprendre, c'est bah, si, qu'ils peuvent y arriver tout seuls, et que c'est OK, et qu'ils ont vraiment des ressources énormes en eux. Quelque chose qui arrive aussi souvent chez les petits jumeaux, c'est le sentiment d'être coupé en deux, d'être la moitié de quelque chose. Et donc, ils vont très régulièrement, les enfants, à ce moment-là, combler cette moitié en étant tout le temps en lien avec d'autres enfants, en cherchant de combler le vide intérieur. Et c'est super, c'est très chouette. Mais ces enfants-là, du coup, bah, ils vont apprendre aussi bah, qu'on peut être en lien avec l'autre en restant soi-même et pas en comblant un vide, en étant en lien avec l'autre et donner l'autorisation à l'autre d'être entier aussi. Et donc, c'est un super apprentissage qu'ils peuvent faire aussi. Voilà, et encore quelque chose qui est très fréquent aussi, c'est de se sentir abandonné. C'est les jumeaux qui se sentent abandonnés. Et là, ils vont avoir l'occasion d'apprendre à lâcher prise et de faire confiance en la vie. Et qu'il n'est pas question d'abandon en fin de compte, mais juste d'histoire personnelle, en fait, l'histoire de ce jumeau qui avait à vivre ça, et puis l'histoire de lui qui est là sur Terre, qui a à vivre autre chose. Voilà, voilà ce que j'avais à vous raconter, les amis. Et si vous voulez aller plus loin par rapport à tout ça, il y a deux super chouettes auteurs. Il y a Bettina Ostermann qui écrit un livre qui s'appelle justement Le syndrome du jumeau perdu. Et il y a une très chouette personne aussi qui s'appelle Claude Imbert qui écrit plein de livres. J'ai plus les références et j'ai prêté les livres à des amis, donc je ne saurais pas vous les montrer. Mais je peux mettre en dessous les références, j'irai rechercher tout ça. Ouais, on va les retrouver puis on les mettra sur le site. Voilà mon petit partage du jour. Ouais, génial, dis donc, c'était bien complet.